Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir à deux voix de répondre à une question qui est très problématique pour la plupart des femmes qui sont abonnées à Frico Féminin, qui est comment gagner plus et dépasser son plafond de verre financier. Et c'est un exercice auquel je vais me livrer avec Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour Ophélie. Alors Éléonore, elle vous expliquera un petit peu mieux son parcours, mais elle est money coach et experte en négociation financière et sur les questions de la relation à l'argent. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à nous mettre un pouce et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. La question du rapport à l'argent des femmes, elle se répercute dans absolument tous les chiffres, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le salariat ou l'investissement. Notamment, on le voit dans les négociations salariales, les femmes négocient moins facilement leur salaire. Elles gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. Quand elles entreprennent, généralement, c'est sous forme d'auto-entreprise. Elles ne sont qu'un tiers aujourd'hui à représenter la population des entrepreneurs en France. Et quand elles investissent, ce n'est pas de la même manière que les hommes. Et généralement, elles le font sur des choses qui sont, on va dire, moins rentables et des stratégies plus sécuritaires. Est-ce que c'est des choses que toi, tu observes également dans ta clientèle? Eh ben, écoute Ophélie, oui, je confirme tous ces chiffres-là. Premièrement parce que j'ai moi-même été salariée à un moment, donc du coup j'ai expérimenté, j'ai connu moi-même ces plafonds de verre en ne négociant pas par exemple mon salaire. En étant entrepreneur également, je me rends compte qu'effectivement qu'on a parfois quelques croyances limitantes et j'investis aussi à côté et je me rends compte que parfois il y a certains montants qui pouvaient me faire peur. Donc, oui, je confirme tous ces chiffres et c'est des choses que j'observe aussi dans ma clientèle et chez certains collègues qui sont entrepreneurs comme moi-même. Alors moi aussi, hein, je les ai vécus et notamment, je viens Mmh. d'une famille où on m'a pas sensibilisée et donné les bonnes clés par rapport à cette question-là. Il y a vraiment fallu que je fasse un travail très spécifique là-dessus pour oser négocier. Ça commence comme ça dans le salariat. Alors généralement, les femmes, nous n'osons pas négocier notre salaire. Nous sommes en gros des bonnes élèves qui parfois pensons que parce que nous faisons bien notre travail, comme quand on faisait bien notre travail à l'école, nous allons être récompensés par des primes, ainsi de suite. Or, si on ne demande pas, généralement, on ne nous propose pas de nous augmenter. C'est vrai, c'est exactement ça. Je l'ai vécu, j'ai pas négocié mon premier salaire, par exemple, quand je suis rentrée dans la vie active et parce que je pensais que c'était déjà très bien, d'avoir un CDI et qu'on me prenne moi, pour, un job que je savais que j'étais compétente, mais je voulais être sûre d'être compétente à 100%. Ce qui est pas toujours le cas chez les hommes qui, s'il y a 50% de compétences, vont quand même se lancer. Et aujourd'hui, je rectifie le tir différemment. C'est-à-dire qu'au-delà de la peur, qu'on peut avoir quand on fait une négociation salariale, puisque moi j'en ai eu aussi, j'ai préparé plein de présentations pour justifier les augmentations de salaire. Aujourd'hui, je l'enseigne aussi à des étudiants. Je donne des cours de négociation à des étudiants en master 2 et je leur apprends des histoires de négociation salariale pour qu'eux, à leur cours, ne puissent pas faire les mêmes erreurs. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas parce que quelque part, on nous a renvoyé cette idée que c'était pas très bien de demander, que c'était mieux de donner que de recevoir, que le plus important était d'avoir un travail, alors que finalement on négocie notre temps et notre compétence, c'est-à-dire ce qui est le plus important dans notre vie quelque part et que c'est important de se faire valoir à notre juste valeur. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. La fille polie, la bonne élève, je pense qu'on se retrouve dans cette image-là, et le manque d'éducation financière aussi, et le manque aussi peu de compétences liées à la confiance en soi, à la négociation, fait qu'aujourd'hui, les femmes se retrouvent démunies quand elles sont face à un employeur ou même face à un prestataire quand on est entrepreneur. On se retrouve démunies et on préfère se dire: «Bah, c'est mieux qu'il me prenne, tout simplement, ou qu'il accepte mes services, ou que je fasse des services gratuits également». Peut-être qu'on en parlera après de la gratuité, mais c'est vrai qu'on est plus dans ça aujourd'hui et c'est vraiment lié pour moi à une part, enfin, c'est beaucoup plus lié à l'éducation selon moi.
Oui, alors là, c'est beaucoup une part de transmission, d'autant plus que, alors moi, je suis d'une génération, la loi de 65 qui a donné l'autorisation aux femmes de négocier, de disposer, de leur argent par elles-mêmes, elle est relativement récente, c'est la génération de ma mère. On est la première génération, à entreprendre, investir et intervenir sur les questions de négociation liées à l'argent. Exactement. Et puis moi, je le vois aussi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis de la Guadeloupe. Et donc je remarque aussi le poids de la culture, par rapport à la relation à l'argent en règle générale et je vois aussi le décalage entre moi et les générations précédentes. Je vois que moi, je suis beaucoup plus affirmée dans mes choix, qu'ils soient financiers ou pas d'ailleurs et dans mes ambitions. Je les assume alors que ce n'était pas forcément le cas pour les générations avant, lié probablement à des contextes différents, hein. Je veux dire, on n'est pas là pour blâmer, mais pour, apprécier le parcours et voir comment nous, on peut faire mieux. Mmh. Et là-dessus, il y a aussi, beaucoup d'idées reçues sur la négociation salariale. Il y a plein de personnes, qui pensent qu'en étant fidèle quelque part entre guillemets à son patron, c'est là qu'on aura les meilleures augmentations salariales. Alors parfois ça fonctionne dans les groupes quand on change assez régulièrement de poste parce qu'on peut, avoir des mutations en interne et faire valoir la mobilité interne. Mais aujourd'hui, les chiffres sur le marché du travail nous montrent qu'en restant au même endroit, sans se former régulièrement, ainsi de suite, on peut aspirer au mieux à 2 d'augmentation alors que finalement, en se formant, en changeant de poste régulièrement, on peut monter sur du 10-15. Moi, j'ai eu des augmentations de salaire que quand j'ai changé de boîte, tout simplement. Et à l'époque, j'avais pas non plus énormément confiance en moi, donc je demandais pas forcément du 10-15 quand je changeais. Mais c'est vrai que la mobilité interne, elle existe, mais c'est pas toujours évident et on peut avoir la mobilité interne, mais pas avoir le salaire qui va avec. Donc du coup, moi, je pense que, en fait, ce qui retient les femmes aujourd'hui, je pense que c'est des peurs. C'est peut-être la peur d'être mal vue si elles demandent. Tu vois, je pense que vraiment vis-à-vis de la hiérarchie, de se dire: «Mais on va penser que je suis peut-être aussi une femme vénale, que j'aime l'argent, que je suis superficielle», alors que je voulais absolument montrer que j'avais des compétences clés, dans tel domaine. Donc du coup, c'est vrai qu'on va avoir tendance plutôt à se dire: «Bon, bah, OK, je reste là, au moins on va me donner, un bon point», comme on dit, c'est déjà très bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et c'est encore très, très ancré. Moi, j'en discutais avec un responsable RH, là dernièrement et qui me disait, «C'est fou, dans les négociations salariales, il y a vraiment très, très peu de femmes qui négocient alors que 100 des hommes négocient». Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Je pense que les femmes s'autocensurent, en fait. C'est, encore une fois, c'est lié à l'éducation, mais il y a une vraie autocensure sur, le montant qu'on pourrait avoir, mais aussi sur, l'acte de négociation qui est vu comme un acte assez masculin. Ça, je peux le voir. Après, c'est aussi lié aux représentations dans la négociation. On montre souvent, des représentations de négociation très mâle alpha, très, rapport de force et cetera et au final, la négociation, ça va plus loin que ça et puis la négociation salariale, ça va plus loin que le salaire. C'est vraiment un package, c'est une rémunération et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que, on peut avoir un salaire, allez, par exemple, je veux dire, 40 K, mais se dire, bah, je peux peut-être avoir 10 K de plus via des avantages en nature et cetera, via une participation, de l'intéressement et cetera et ça, on n'a pas toujours conscience de ça. On se dit que ce qui compte, c'est vraiment que la base salariale. Elle est importante, mais le reste aussi est très, très important. Oui, une bonne négociation, c'est une négociation dans laquelle les 2 parties gagnent. Donc c'est de valoriser aussi auprès de son employeur, tout ce qu'il va gagner, à ce qu'on continue à rester dans l'entreprise et à ce qu'on évolue en interne. Et puis c'est tout ce qui est indirect, c'est ce que tu disais, ben, le confort et Mmh. les aménagements de temps de travail, et d'autres sujets qui sont très liés à l'entreprise dans laquelle on est, en fait. Exactement. Je veux dire, en ce moment, par exemple, on a le télétravail. Je veux dire, en tout cas, moi, je suis fan de télétravail. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a une vie de famille où on a besoin d'être beaucoup plus présent à la maison, ça peut être intéressant de négocier avec son employeur du télétravail ou de négocier, pourquoi pas, de travailler 4 jours au lieu de 5 jours, avec le même salaire, j'entends bien. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut, en fait? Déjà, c'est définir vraiment qu'est-ce qu'on veut avant de et aller dans une position où on n'est pas, en train de quémander, tu vois? C'est vraiment ne pas se dire: «Ben, c'est déjà bien, il faut qu'il me prenne absolument, c'est moi qui vais mendier». Non, l'employeur a besoin de toi.
l'employeur a vraiment besoin de toi, tu es une force de travail, en tout cas pour, cette entreprise. Donc c'est à toi de te dire: «Bah, je vaux ça, voici ma valeur sur le marché et donc du coup, je propose tel service à mon employeur». Et en fait, c'est ce mindset, je pense qu'il faudrait qu'on développe même en tant que salarié, c'est de se dire que oui, on va travailler dans des entreprises, mais on propose avant tout nos compétences. Donc c'est un service qu'on propose à notre employeur et au moment où on se comporte comme ça, en fait, on a un peu une, posture de leader, de même de chef d'entreprise qui propose une prestation et donc du coup qui va négocier une prestation et pas qui va négocier, ce qu'on est. Et du coup, tout ça, ça se répercute aussi au moment où les femmes lancent des business, puisque généralement, elles reproduisent, ce type de, dysfonctionnement, de non-négociation et de ce sous-coté, quelque part en termes de valeur et la valeur étant le prix de leurs prestations ou de leurs produits, en, manquant d'ambition par rapport à l'organisation et au prix qu'elles pratiquent dans leurs entreprises. Oui, c'est vrai, c'est ça se répercute, de 2 manières. Déjà, il y a, les femmes qui ont envie d'entreprendre, qui vont pas se lancer parce qu'elles ont peur. Donc du coup, elles ont peur de je pense que c'est la peur de l'échec qui est vraiment la peur numéro 1, suivie de la peur du manque. La peur du manque d'argent, notamment, de finir à la rue, de ne pas pouvoir payer son loyer, de ne pas pouvoir assumer derrière une organisation, dans son foyer. Donc ça, c'est les peurs numéro 1 qui reviennent. Mais c'est vrai aussi que quand elles sont désormais entrepreneurs, on remarque qu'elles ont du mal à fixer leur prix. Elles préfèrent faire du gratuit pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'économie. Et parce que, ben, on se dit: «Ben, j'ai de la visibilité contre du gratuit, donc du coup, c'est bien». Oui, c'est bien, mais tu peux avoir mieux, tu mérites mieux et surtout, on se rend compte aussi que quand il faut fixer le prix, il y a une peur de se vendre et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, notamment chez les femmes. La peur de se vendre, elle est là et je pense qu'elle est liée à, je vais le dire, mais c'est peut-être, lié à des faits historiques, notamment le rapport à la prostitution, au mariage et cetera. Je pense que c'est vraiment lié à ça, alors que moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est: «Je ne te vends pas toi, tu vends un service», encore une fois. Donc se détacher vraiment, son service et c'est vrai que quand on est, tu le disais, hein, beaucoup de femmes se lancent en micro-entreprise. Donc en gros, je suis mon entreprise c'est moi, nos comptes sont mélangés et cetera. Bah, du coup, il y a pas de distinction d'une personne physique et d'une personne morale. Ça joue aussi. Oui et puis il y a un plafond de verre parce que, fiscalement, c'est très peu intéressant de monter une auto-entreprise et qu'on s'auto-limite, ne serait-ce que par, les plafonds de TVA et de chiffre d'affaires. Donc ça crée un plafond de verre financier d'office. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un faux ami. La micro-entreprise, c'est vraiment un faux ami parce que, comme tu dis, hein, ça crée un plafond de verre d'office et du coup, on se limite et on se rend pas compte que dans notre manière de fonctionner, si on se dit que du coup, on doit je crois que c'est jusqu'à 70 000 quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Mais si on se dit que de toute façon, c'est que 70 000 parce que comme ça, j'aurai moins de charges à payer, moins de ceci, cela, bah, du coup, notre cerveau, il intègre ça. Et donc du coup, dans notre manière de fonctionner, on va toujours chercher à faire petit. On va jamais aller plus loin parce qu'on va avoir peur de passer ce palier, la micro-entreprise pour aller voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la société qui est très bien. Oui et puis c'est aussi ne pas s'autoriser à déléguer. Alors j'ai beaucoup de femmes qui pensent que c'est mieux de tout faire toutes seules comme elles le font à la maison et du coup ça crée un plafond de verre parce qu'on ne peut pas être partout, hein. On n'est pas Shiva globalement et on n'est pas bonne dans tout. Et ça l'auto-entreprise est pas très, très adaptée pour pouvoir le faire. Et puis c'est des plafonds de verre de visibilité aussi, qui font qu'on ne s'autorise pas à être visible dans nos business, parce que, c'est pas très bien vu quand même d'être visible. C'est la peur du jugement et du regard des autres qui font que souvent les entreprises ne décollent pas. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas des Wonder Woman. Oui, on pourrait tout faire, c'est ce qu'on nous dit toujours, mais en vrai, il y a quand même une charge mentale derrière d'avoir une entreprise et d'avoir une organisation familiale. Donc concrètement, déléguer, c'est important. Après, quand on démarre, peut-être que oui, effectivement, c'est peut-être trop tôt. Mais avoir une vision pour savoir à quel moment on va déléguer, est-ce que ça va être lié à un changement de projet ou à un palier de chiffre d'affaires, c'est déjà important. S'autoriser à le vouloir déjà.
avant que ça n'arrive en fait dans la matière. Et oui, la visibilité, ça, c'est quelque chose qu'on voit, je pense que c'est lié aux représentations. Aujourd'hui, oui, on a des femmes entrepreneurs, comme tu le disais, j'ai pas les chiffres en tête, mais on n'a pas forcément, beaucoup de représentation de la diversité du type de femmes entrepreneurs qu'il peut y avoir. L'entrepreneuriat est souvent lié au monde de la start-up encore aujourd'hui, hein, il faut pas se le cacher, hein, et où il y a très peu de femmes, mais quand il y en a, ce sont des femmes qui viennent des grandes écoles, et cetera. On n'a rien contre elles. Mais c'est vrai que ça représente pas la majorité des femmes qui cherchent à créer un business aussi aujourd'hui. Et c'est justement ce que j'essaye de faire à travers Flico Féminin, c'est déconstruire ces modèles, et de faire parler j'aime bien dire des madame tout le monde avec les yeux qui brillent, c'est-à-dire des femmes dans lesquelles on peut se reconnaître parce que c'est ce que nous sommes en fait, souvent au quotidien et notamment, toutes celles qui sommes mamans et on se reconnaît pas dans les standards de représentation qu'on nous envoie sur le business et sur l'investissement. Or, pour la plupart, on a quand même souhaité de prendre les rênes de notre vie économique et financière et du coup, il faut déconstruire beaucoup de croyances et de systèmes de représentation et tu l'évoquais, cette question de ce qu'on nous renvoie dans les médias sur ces sujets liés au business et à l'investissement. Il n'y a que 2% des femmes aujourd'hui qui sont médiatisées dans la catégorie business et c'est toujours les mêmes. C'est ça, c'est toujours les mêmes représentations. Et c'est vraiment, c'est une caricature, hein, mais c'est souvent une jeune femme plutôt trentenaire, sans enfant, qui habite à Paris. C'est bien qu'elles existent déjà. Ça permet de voir que effectivement, on peut entreprendre, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui, comme toi, comme moi, comme d'autres personnes aussi, que je peux côtoyer, qui entreprennent, mais dans des conditions totalement différentes. Et le sujet où les femmes se reconnaissent le moins, justement, c'est la question de l'investissement. Or, puisqu'il y a pas mal de femmes, même salariées, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, si elles n'investissent pas, au niveau de la retraite, il y a un moment où ça va coincer. Et elles ont beaucoup de mal à se reconnaître dans les standards qu'on leur renvoie, puisque c'est des standards qui sont extrêmement masculins, notamment parce que moi qui ai bossé dans les milieux du développement économique, du business et de l'investissement, généralement, c'est plutôt un homme en costard-cravate. Quand on renvoie avec une grosse voiture et des ray et si tu es une madame tout le monde, tu as du mal à te reconnaître là-dedans et tu vas pas aller chercher les mêmes stratégies d'investissement quelque part. C'est ça, c'est effectivement ça. Aujourd'hui, en tant que femme, je peux le dire, on a tous eu manque d'éducation financière. Moi, la première. L'argent, c'est pas quelque chose qu'on abordait, en tout cas dans ma famille. C'est pas que c'était tabou, mais on n'en parlait pas plus que ça. Le niveau de l'investissement, encore moins. C'est vraiment en étant sur Paris, en voulant, moi, aller vers ma liberté financière que j'ai commencé à côtoyer des milieux d'investissement, etc. Mais aujourd'hui, le jargon, il est très masculin. C'est très orienté aussi produit, l'approche en fait, alors qu'une approche un peu plus basée sur les objectifs de vie serait beaucoup plus souhaitable, en tout cas pour moi. Et aussi, il y a des plafonds. Encore une fois, il y a des plafonds de verre en se disant qu'on ne peut pas investir ou enfin moi, je m'en rends compte, mon premier investissement, je l'ai fait seule et c'est vrai que j'ai été confrontée aux banquiers qui me regardaient et qui se demandaient où était mon compagnon, parce que c'était pas possible. C'était pas possible, tu vois? Donc c'est vraiment une réalité d'aller défendre son dossier, c'est pas toujours évident, parce qu'on apprend soi-même et parce qu'on se dit: «Mais est-ce que je vais vraiment pouvoir assumer ce gros projet, ce gros montant?» Et voilà, donc ça, c'est des choses qui existent et oui, qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est important de regarder cela. Surtout que alors, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais quand on négocie pas son salaire, Ophélie, quand on le négocie pas, du coup, ça veut dire qu'on a une base, pour la retraite qui est plus basse que pour les hommes parce qu'on n'a pas à négocier pendant toutes ces années. Donc du coup, soit on trouve des alternatives en investissant, soit justement, on négocie et on investit. Et ben c'est tout qu'il faut faire et il faut enclencher un petit peu tous les leviers. Et du coup, justement, je vous propose qu'on passe à la partie un petit peu conseil sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut dépasser son plafond de verre, notamment quand on est une femme? On a évoqué pas mal de choses par rapport à la négociation et notamment la négociation salariale. La négociation, c'est tout le temps, dans le salariat comme dans l'entrepreneuriat. Il faut oser parler d'argent et oser demander ce qu'on a envie d'avoir. Exactement, osez demander. Premier conseil, osez demander et ne vous censurez pas. Ça, c'est important. Vraiment, premier conseil, osez demander. Quitte à avoir un non, encore une fois, dans la vie, il y a 2 réponses quand on demande. C'est oui ou c'est non. Et le non n'est pas forcément un non définitif. Donc demandez. Oui, et si c'est un non, vous pouvez quelque part l'enregistrer comme un non à ce moment-là et refixer un rendez-vous pour en reparler plus tard. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est en fait, il faut dépasser, la peur du rejet et je comprends que c'est pas agréable. Personne n'aime, qu'on lui dise non, personne n'aime se faire rejeter. Mais il faut dépasser cette peur du rejet. Donc moi, je vous encourage à apprendre à négocier. Ça s'apprend, il y a des outils pour ça, parce que ça vous permet justement d'accepter que vous puissiez avoir une réponse négative et qu'il y a pas mort d'homme ou de femme. Voilà, pour dire les choses. Autre conseil, apprendre, se former et investir sur soi un petit peu tout au long de sa vie pour dépasser ses blocages et puis monter en compétences, quel que soit le sujet d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, un autre conseil, je parlerai surtout de pacifier sa relation à l'argent. C'est un peu mon domaine, donc c'est vrai que, c'est quelque chose que moi je fais, c'est d'accompagner, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise à justement lever les blocages, liés à la relation à l'argent. Donc on fait une pacification, on va travailler sur les comportements, sur les émotions financières, sur l'impact que ça peut avoir sur leur business. On va travailler aussi sur le degré de fusion entre la personne et l'entreprise pour voir comment on peut justement s'en détacher ou sur la vision. Donc moi, je conseille vraiment d'aller sur la formation, l'accompagnement pour justement aller lever les freins également. Après, j'ai un autre conseil aussi à donner. Aujourd'hui, les femmes qui nous regardent, si elles veulent se lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, elles auront forcément des freins liés au fait de se lancer. Et donc du coup, pour dépasser ça, je leur dirais qu'un départ, ça se prépare. Pour le préparer, c'est faites-vous accompagner, construisez votre vision financière sur un an, un Excel. C'est ce que moi j'avais fait en fait. Un Excel de avec quoi je vais pouvoir vivre, accepter le fait que pendant un an, il y aura un peu plus d'incertitude. Et puis surtout, si vous avez un foyer, un compagnon, et cetera, ben, il faut en parler. Il faut parler du fait que ça aura un impact sur l'organisation de la cellule familiale. Et si vous n'avez pas de compagnon, choisissez le bien. Et oui, il faut en parler tout le temps, de ces histoires d'argent et c'est le nerf de la guerre, en fait. Il y a assez peu de personnes qui s'autorisent à en parler ouvertement avec leur famille, ouvertement avec leurs amis, ouvertement à l'intérieur, de leur cellule familiale parce que souvent, en le faisant, on arrive à trouver des systèmes qui nous permettent de vivre ces périodes inconfortables parce qu'en fait, on a tous et toutes vécu des périodes inconfortables, notamment quand on décide de changer de vie et de changer professionnellement et c'est quelque part accepter l'inconfort d'une période d'une année ou 2 années, le temps de se construire une situation plus épanouissante et florissante. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la vie, enfin, on n'a rien sans rien. On peut avoir une aversion au risque. Il suffit de juste se dire à quel point je suis capable de sauter le pas. Je ne dis pas de tout lâcher du jour au lendemain et de se lancer dans un projet sans économie, et cetera, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste de maîtriser la sortie, préparer, le nouveau projet et franchement, aujourd'hui, on a des dispositifs pour ça, en tout cas en France, on en a. On peut soit bénéficier effectivement, du chômage pendant un certain temps. On peut aussi passer par des organismes qui préparent à la transition professionnelle, qui permettent de construire le projet. On peut également, aller directement voir des gens qui nous intéressent dans des domaines qui nous intéressent et leur poser des questions. Juste ça, demander, oser demander. On en revient toujours au même point. Pour préparer, aller à la rencontre de l'autre et demander, poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Les gens, ils adorent répondre. Oui et se nourrir de modèles inspirants. Alors moi, je le vois aussi sur la question de la relation à l'argent et de l'ambition. Souvent, ce qui nous autolimite, c'est beaucoup notre entourage, on va dire ce qu'on appelle les fidélités familiales, c'est ce qu'on nous a transmis dans nos familles et puis c'est les gens qui sont autour de nous parce qu'on s'en rend pas compte, mais de manière un peu poreuse, on enregistre des messages et parfois des messages extrêmement autolimitants et négatifs. Et il est tout à fait possible d'en sortir pour se mettre dans un environnement avec des gens qui ont, on va dire, plus de collusion d'objectifs avec nous et qui vont nous aider à avancer et à grandir dans notre projet professionnel. Oui, c'est vrai que l'entourage est clé dans la vie. Il y a des gens qui sont là pour une saison et d'autres qui restent pour une raison. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être des pots cassés. Vaut mieux en être sûr aujourd'hui. Et bon, déjà, on peut commencer par la famille, mais c'est vrai que quand vous allez vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat, ils vont pas forcément comprendre tout de suite pourquoi. Surtout si vous étiez dans un CDI avec un bon salaire, voilà, une situation clean, et cetera, ça va poser question. Donc, il va falloir s'armer de patience et avoir confiance en vous pour pouvoir affirmer que vous avez envie de faire ça. D'où le fait de s'entourer après.
de personnes qui sont dans la même dynamique que nous, que ce soit des porteurs ou des porteuses de projets ou des gens qui sont déjà plus avancés dans les projets et trouver des mentors. Trouver des mentors qui, eux, ben, ont peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience pour justement vous aider à y voir plus clair. Ça, c'est super important. Pour moi, c'est le plus important. Et moi, j'ai appris aujourd'hui, parce que c'est pas tous les jours facile, hein, je ne l'ai pas dit, mais j'habitais sur Paris il y a encore 8-9 mois. Et là, je suis retournée en Guadeloupe pour continuer à développer mon activité, sachant que je le fais aussi bien sur l'Europe que sur le continent américain. Mais ça m'a demandé, par exemple, de retourner temporairement chez mes parents. Et donc, du coup, je vois les croyances limitantes au quotidien de mes parents. Parce que maintenant, moi, je suis beaucoup plus consciente de ça. Et donc, du coup, j'apprends à manager cela au quotidien, tu vois, pour avancer. Une autre chose qui est importante aussi, c'est de s'autoriser à rêver, à avoir de l'ambition et là, mettre les bons termes derrière l'ambition. L'ambition, c'est s'autoriser à avoir la vie qu'on a envie d'avoir et pas, un schéma préconçu de ce que nos amis, ou nos parents ou la société attendraient de nous. À nous de définir notre propre ambition. Et du coup, ça veut dire se laisser le temps aussi de réfléchir à tout ça, de se connaître et de dessiner une vie quelque part qui n'appartient qu'à nous et réfléchir en termes de projet de vie. Et assez peu de personnes qui se projettent sur une vision de ce que pourrait être leur vie. Rêver, on a l'impression que c'est réservé qu'aux enfants, alors que je pense que c'est un point clé de vraiment, au-delà des chiffres qui peuvent créer certaines peurs, d'aller dans le rêve de quelle est la vie que je rêve d'avoir, que je mérite. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne s'autorise pas à toujours le faire, parce qu'on se dit que ce sont des enfantillages, parce qu'on se dit qu'il faut être raisonnable. Alors en fait, moi, sur mon lit de mort, j'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait. Donc du coup, je vais aller au bout des choses et avoir une vision, c'est important. Donc moi, je conseillerais de tout simplement faire des vision boards, que ce soit sur l'ordinateur ou vraiment avec faire du collage, faire des vision boards de la vie que l'on mérite et de se dire, ben, ça, j'ai envie de le faire. Ça aussi, j'ai envie de le faire. Moi, aujourd'hui, je prends mon cas. Donc, certes, je suis entrepreneur, body coach, etc. Mais j'ai aussi d'autres passions, notamment le cinéma, et je m'autorise à aller aussi dedans. Moi aussi, j'ai envie de créer mes propres films. Et pourquoi pas? Donc après, ça demande une organisation, rencontrer des gens, discuter, regarder si c'est possible tout de suite ou dans 5 ans, tu vois? Mais rêver d'abord, effectivement. Et puis surtout que je pense que dans le mot ambition, effectivement, qui est lié aux hommes, qui a une connotation très, très mal alpha, les femmes, elles ont peur justement de se retrouver dans cette position. Surtout que la majorité des femmes qui sont arrivées à des positions très hautes se sont plus ou moins comportées comme des hommes pour y être, tu vois? Donc c'est vrai qu'il y a ce décalage entre je veux réussir, je veux avoir de l'ambition, mais je veux rester moi. Et chacune son ambition, chacune son montant d'ambition aussi là-dessus, il n'y a pas d'injonction. En fait, avoir vécu les expériences, qu'on a envie d'avoir et à chacune le montant qu'elle a envie de mettre derrière ses expériences et ses réalisations de vie. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est ne pas se comparer aux autres. Chacun, chacune sait ce dont il a besoin, tu vois? Et aujourd'hui, on peut nous dire que l'ambition, c'est d'avoir, le SMIC LinkedIn, de 10 000 € par mois, ou d'atteindre les 100 000 € par mois ou d'avoir 1 million ou d'être millionnaire. En fait, ça dépend. Ça dépend que de toi et ça dépend aussi de ce que tu as envie de mettre en place pour aller, vers des ambitions. Parce que moi, en tout cas, ça me fait pas rêver, d'avoir des montants astronomiques et au niveau de ma santé, d'être complètement HS. Ça ne me fait pas du tout rêver. Moi, c'est important pour moi de prendre soin de moi également, de pouvoir, avoir mes moments cocooning tout en avançant, tout en développant mon business. Même si j'ai des très grandes ambitions pour mon business. Et ça, c'est quelque chose, qui est, très intéressant chez les femmes, c'est que justement, elles s'interrogent beaucoup sur l'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle et notamment, bah, là, toi, tu parlais d'activités en dehors, mais notamment toutes les femmes qui ont des enfants et bah, en fait, on peut tout à fait avoir un objectif de gagner 2 000 € par mois en ayant un tiers-temps pour pouvoir passer du temps avec ses enfants et préserver son énergie aussi. C'est une belle ambition. Exactement, il n'y a pas de sous-ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat pour moi,
permet vraiment de créer la vie qu'on veut. Pour moi, c'est clair et net. Et aujourd'hui, on peut justement disposer de son temps. Et il y a quelque chose que j'observe, c'est qu'on a tendance, quand on était salarié et qu'on devient entrepreneur, à reproduire le même schéma, à travailler de, allez, on va dire de 9-18, mais même pas, hein. C'est plutôt du 7, 22h, 23h tous les jours, du lundi au dimanche. Parce qu'on se dit qu'il faut absolument travailler, il faut absolument prouver qu'on fait quelque chose. Et c'est ça, c'est le bas qui blesse. En tout cas pour moi, c'est que quand on est un peu dans cette course effrénée à: «Je dois travailler, j'ai la tête dans le guidon» et cetera, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Il y a le rêve, à se poser les bonnes questions: qui je suis? Comment j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de prendre soin de mon quotidien? En fonction, j'organise mes ambitions et cetera. Et après, si demain on veut faire différemment, ben, on organise différemment. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois énormément de personnes qui recréent les cages du salariat et qui basculent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne remettent pas du tout en question, notamment cette question du rapport au travail, au temps, à la manière de s'organiser et à l'argent. Exactement. Il y a pas une prise de recul, en fait, et tu le disais, c'est-à-dire que quand on était salarié et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a souvent un timing qui est assez court de 2 ans quand on a les allocs, moins quand on les a pas. Donc du coup, on se dit: «Il faut que je fasse quelque chose tout de suite». Pourquoi? Parce que derrière, il y a la peur du regard des autres, mais il y a aussi, la peur qu'on a, enfin les croyances qu'on a en nous, que pour réussir, il faut absolument travailler dur. Il faut absolument travailler dur, énormément, 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 parce que, l'argent ne se mérite que si on travaille dur, tu vois? C'est donc ça, c'est vraiment ancré, et donc du coup, qui fait qu'effectivement, on reproduit tous les schémas qu'on avait en tant que salarié. On ne se pose pas, on ne prend pas le temps de se dire: «Qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui?» et pas: «Qu'est-ce que c'est qu'un bon entrepreneur selon les critères de la société?» Mmh. Et puis aussi la question du fait d'avoir un pourquoi profond, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou l'investissement, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut que ce soit, alors moi j'aime bien dire organique, c'est-à-dire que ça fasse sens par rapport à notre vie, l'environnement dans lequel on est, notre cellule familiale, ainsi de suite, que ça fasse vraiment sens et masse pour qu'on puisse passer les périodes difficiles, parce qu'en fait, il y a toujours aussi des périodes difficiles quand on se lance dans des nouveaux projets et il va falloir tenir dans la durée. Il y a peu de personnes aussi qui s'autorisent à réfléchir sur le pourquoi profond qui font qu'elles vont réussir à dépasser ben, les difficultés qu'elles vont trouver en chemin, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous et toutes des difficultés en chemin quand on décide de changer de vie et notamment de marcher vers notre liberté financière. En effet, on aura toujours des difficultés, des challenges, et si on n'est pas bien ancré, ça va être compliqué parce que, peu importe son pourquoi, encore une fois, ça dépend de son ambition, encore une fois, c'est très, très personnel. Le pourquoi peut être aussi de gagner beaucoup d'argent, je veux dire, chacun choisit ce dont il a besoin, chacun son pourquoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas ancré, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, si on est plutôt dans un mimétisme, si je peux le dire comme ça, parce que, ben, c'est ça qui est tendance aussi, l'entrepreneuriat, c'est tendance, donc soyons tous entrepreneurs. Ben, en fait, l'histoire va s'arrêter très, très rapidement puisque l'entrepreneuriat, c'est quand même jonché de montagnes russes émotionnelles. Je veux dire, il y a des périodes où on va être up, où on va avoir des clients, et pendant 3 mois, on ne va pas avoir de clients, et c'est comme ça, et il faut pouvoir tenir, il faut pouvoir avoir la vision, la gestion de son entreprise pour savoir comment passer toutes ces étapes, justement. Et quand on investit, c'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'investir parce qu'on nous a dit que l'immobilier, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, donc du coup, tout le monde investit, bah, en fait, c'est pas la meilleure approche pour faire des investissements pour soi. Parce qu'on n'a pas regardé par rapport à ses projets de vie. Parce que si on avait, par exemple, envie de partir, dans 6 mois, pour une expatriation, oui, tu peux me dire: «Bon, on peut louer», mais en vrai, est-ce que ça valait vraiment le coup de passer, 1 an à suer, pour chercher un bien et cetera? Je ne sais pas. Donc il y a un gros travail également à faire sur ces croyances et la plupart des gens n'ont absolument pas du tout, conscience qu'on voit tous l'argent de manière différente. On a tous un thermostat financier aussi sur ce que ce serait pour nous d'être riches et il y a aussi beaucoup de croyances erronées entre guillemets, sur, entre guillemets «les riches», hein. Il y a pas mal de personnes qui ne s'autorisent pas à gagner de l'argent parce qu'elles portent des jugements, notamment sur les personnes qui en gagnent.
Ouais, surtout dans notre société, c'est assez flagrant, mais l'argent reste un sujet tabou, en tout cas en France, ça c'est sûr et certain. Alors ça l'est dans le monde avec des intensités différentes, hein, parce que moi j'entends souvent: «Oui, mais aux États-Unis, ça va». Voilà, c'est différent. Ils sont pas complexés, mais ils ont un rapport à l'argent quand même qui est pas très sain. Donc voilà. Mais si on revient sur la France, effectivement, enfin, en tout cas sur les sociétés francophones, c'est vrai que de par les traditions judéo-chrétiennes, on remarque effectivement qu'il y a un gros tabou sur l'argent, sur la manière de voir l'argent. L'argent, c'est mal, l'argent, se gagne, qu'à la sueur de travail et cetera et qu'être riche, c'est mal, surtout dans certaines, communautés. C'est beaucoup plus mal que dans d'autres, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré. Des fois, c'est lié aussi à une éducation familiale, à des schémas familiaux ou des schémas liés à l'environnement qu'on a pu, fréquenter. Parce que ça vient pas de nulle part, tu veux dire. Si on pense qu'on ne mérite pas d'argent, ben, quand on va être dans le business, on va toujours s'auto-saboter. Quand on va être sur le point de conclure une affaire, on va toujours faire en sorte de ne pas la conclure parce qu'on se dit qu'on ne mérite pas, on ne mérite pas cet argent. Ça, c'est des choses effectivement qu'on observe. Mmh. Bon, donc on vient de le voir, pour gagner plus, il faut, commencer par tirer sur cette pelote de notre relation à l'argent et de tout ce qu'on pense de tout ça. Est-ce que tu aurais des derniers conseils justement à donner pour des femmes qui ont décidé d'améliorer, leur relation à l'argent et leur situation financière? Alors moi, je leur dirais déjà, je sais que vous allez l'entendre tout le temps, mais ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en votre intuition. C'est hyper important de d'avoir un peu cette estime de soi hyper développée. C'est hyper important pour avancer dans tous ces projets, qu'ils soient financiers ou pas. Deuxièmement, je leur dirais: pacifiez votre relation à l'argent. Vraiment, je vous encourage à travailler sur vos leviers, sur, tous les freins psychologiques que vous avez qui vous empêchent, en fait, de vivre la vie que vous méritez, en fait. C'est juste ça. Donc, vraiment, prenez le temps de le faire. Vous avez des livres, des podcasts, dont celui-là. Vous avez aussi, des accompagnements de coaching qui peuvent vous aider. Donc, vraiment profitez de tout ça pour justement pacifier votre relation et vous allez voir que l'impact, il est à la fois personnel et professionnel. Vraiment. Donc faites-le au moins une fois dans votre vie. Je vous encourage. Et puis surtout, continuez à rêver grand. Ça, c'est fondamental pour moi. Oui, je suis assez d'accord avec toi, une fois adulte, on s'autorise plus à rêver et puis ce que j'ai envie de dire aussi à des femmes qui nous regarderaient, c'est que vous n'imaginez pas l'impact que ça va avoir sur la vie de vos enfants et notamment de vos filles, si vous vous autorisez à gagner correctement votre vie, à avoir ce que vous méritez et à vivre vos rêves. Tu l'évoquais aussi, la puissance des bouquins. Moi, il y en a quelques-uns que je voulais vous recommander qui sont assez géniaux sur le sujet. Celui Mmh mh. Titu Lecoq, Le couple et l'argent, je ne sais pas si tu l'as Mmh. lu, qui est Je super l'ai et pas encore lu, mais je le connais. Mmh. qui permet de comprendre d'où vient la relation des femmes et l'argent et justement de dépasser nos blocages. Un autre qui est Haute citoyenne, justement sur les questions d'éducation financière et qui vous présente un petit peu tout ce que vous devriez savoir sur le sujet. Si vous ne deviez n'en lire qu'un, c'est celui-là, je vous le recommande. D'ailleurs, rien que le titre est absolument croustillant. Et puis, un bouquin pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui justement pose des questions par rapport à la manière de tarifer leurs services, qui est Ajoute un zéro, qui est aussi assez croustillant et qui remet en question justement beaucoup d'idées reçues qu'on a quand on a été salarié et qu'on se lance sur l'entrepreneuriat et tout ce qui fait qu'on tarifie mal et qu'on tarifie pas suffisamment nos offres au démarrage. Ça, c'est un bouquin qui est sorti cette année. Je sais pas si tu le connais, c'est «Développer vos super pouvoirs financiers». Donc ça a été écrit par, Hélène Gerby et Melville Duvaux. Et effectivement, ça parle beaucoup de relations à l'argent, négociation salariale, mais surtout d'investissement pour les femmes, d'accès à l'investissement pour les femmes. Je te remercie Eleonore et vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir la contacter et être accompagné et conseillé par elle. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à récupérer votre bonus dans la description, à remplir mon petit sondage pour décider des prochains sujets et des prochaines interviews dont nous traiterons et à très bientôt sur Frico Féminin. Belle journée à vous.